Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver avec ce nouveau module, le 9e thème du module de management des ressources humaines, un thème qui est consacré à la gestion des conflits. Alors, l'objectif de ce module est de maîtriser le sens d'un conflit pour mieux le gérer. C'est tout simple. Maîtriser le sens d'un conflit pour mieux le gérer. On ne peut pas gérer un conflit sans toutefois maîtriser le sens, son sens donc. Trois questions vont nous préoccuper durant ce module. La première question, qu'est-ce qu'un conflit? On va essayer de définir ce que c'est un conflit. La deuxième question, quels en sont les principaux types? On va essayer de voir quels sont les types ou les dimensions, quels sont les niveaux de conflit ou les degrés de conflit. Et en troisième lieu, on va essayer de voir quelles sont les étapes ou bien les phases pour gérer un conflit. Entrons dans le vif du sujet avec la définition d'un conflit. Alors, le dictionnaire à Larousse nous propose une définition suivante. Le conflit est une opposition d'intérêts entre deux ou plusieurs parties, deux ou plusieurs individus, dont la solution peut être recherchée soit par des mesures de violence, soit par des négociations, soit par l'appel à une tierce personne. Voilà la définition de Larousse, qui est plus ou moins compréhensible. Selon le dictionnaire du manager dans sa version 2009, un conflit est un affrontement entre des intérêts, des valeurs, des actes ou des procédures. Tout simplement ça. Un affrontement. C'est le terme, le concept clé. De mon côté, je peux dire qu'un conflit, c'est une incompatibilité qui est plus ou moins totale ou partielle, qui peut se créer entre une personne, la même personne, ou plusieurs individus sur des objectifs, sur des intentions ou sur des intérêts. Voilà en quelque sorte la définition d'un conflit. Alors, il existe plusieurs types de conflits au même moment que de niveaux de conflit. Certains parlent de dimension de conflit ou de degré de conflit. Alors, on commence par les types ou les dimensions de conflit. Il en existe plusieurs et j'ai essayé de trouver 5 types de conflits. Il existe des conflits d'abord, des conflits affectifs. Ce sont des sentiments ou des émotions qui sont plus ou moins incompatibles entre des individus. Des conflits cognitifs, là, ce sont des idées ou des pensées qui sont incompatibles, qui sont partiellement ou complètement incompatibles entre les individus. Il existe des conflits, en troisième lieu, des conflits de comportement, c'est entre autres des attitudes ou des savoir-faire d'une personne qui ne sont pas compatibles avec celle ou celle d'une autre personne. Ça peut être au sein d'une même équipe ou au sein d'une même entreprise, etc. Le quatrième type ou la quatrième dimension sont des conflits de valeurs. Là, il s'agit des croyances, des valeurs, des cultures qui sont opposées, qui sont incompatibles. Là, on peut voir, par exemple, quand il s'agit des âges, au niveau des âges, on va voir qu'il y a des conflits de génération, entre deux générations, par exemple. Et en cinquième lieu, il y a des conflits d'objectifs. Là, il s'agit des conflits qui existent à propos des buts ou des issues préférées par des parties au sein d'une entreprise ou au sein d'une équipe. Ce sont les 5 dimensions identifiées en matière de conflits, des types de conflits. Alors, revenons au niveau ou au degré de conflit. Là aussi, j'ai essayé d'identifier 5 niveaux de conflit. Ces niveaux ou degrés de conflit sont des conflits
individu-groupe, c'est-à-dire un conflit qui existe entre un individu et un groupe. Deuxièmement, il y a des conflits intergroupes. Ça veut dire que ce sont des conflits qui existent entre deux ou plusieurs groupes. Ça, ce sont des conflits intergroupes. Troisièmement, il y a des conflits intragroupes. Ce sont des conflits qui existent entre les personnes d'un même groupe. Ça peut être au sein d'une même entreprise et qu'il y a des incompatibilités entre les individus au niveau d'un poste, au niveau d'un service, etc. En quatrième lieu, il y a des conflits intrapersonnels. Là, c'est un type, un niveau de conflit personnel à l'intérieur d'une même personne. C'est la personne face à sa conscience et elle a un embarras de choix. En cinquième lieu, il y a des conflits interpersonnels qui sont des conflits entre deux ou plusieurs personnes qui peuvent appartenir à un même groupe ou plusieurs groupes différents. Alors, en essayant d'identifier et les types de conflits et les niveaux ou les degrés de conflit, on voit que si ces conflits ne sont pas gérés, ils s'accentuent. Ils s'accentuent et peuvent créer davantage de conflits ou de problèmes, que ce soit au niveau de la réalisation du travail ou bien au niveau du fonctionnement des équipes ou de l'entreprise de manière générale, où ces conflits qui dégénèrent peuvent avoir des impacts sur l'environnement de travail. Et au finish, c'est la performance de l'entreprise qui en pâtit et la performance du personnel aussi en subit des conséquences. Pour cela, quand il y a des conflits, la meilleure chose à faire, c'est de les gérer. Avant d'entamer les procédures de la manière de gérer les conflits, passons par les réactions que peuvent avoir des gens qui sont en conflit. Alors, 5 situations de cas se présentent quand deux ou plusieurs personnes sont en conflit. La première situation, ça s'appelle l'évitement. L'évitement. L'évitement, c'est quoi? C'est en toute sorte quand une personne se retire systématiquement en situation de conflit, tout en le minimisant ou en le niant. C'est-à-dire une personne peut faire semblant de ne pas connaître un conflit, de ne pas faire partie d'un conflit ou d'être, il se fait absent, il se fait absent. Et là, la personne minimise ou nie le conflit. L'attitude de cette personne, c'est le fait de ne pas s'exprimer et de garder ses réserves, garder ses émotions et garder ses désaccords. Et au finish, la conséquence, c'est qu'il y a cette insatisfaction ou des frustrations, une accumulation de frustrations qui vont créer une bonne entente. Donc, à la longue, il y aura une entente qui sera compromise. Deuxième type de situation, ce sont des situations de conciliation. Une situation de conciliation, c'est quand une personne cède devant l'insistance de l'autre pour ne pas provoquer un conflit ou pour ne pas entrer en conflit avec d'autres personnes. Cette attitude est caractérisée par la crainte de déplaire aux autres, la crainte de blesser les autres membres du personnel ou les autres membres de l'équipe. Et là, la personne s'affirme, mais en même temps, il sacrifie ses opinions. La conséquence qui en découle, c'est que ce mécontentement qui n'est pas exprimé va se mettre sous la forme va se créer sous la forme d'une bouderie ou d'un commérage. C'est ça l'expression, la conséquence, et on aura une personne qui boude, qui ne participe pas activement
à l'équipe, par exemple. Troisième situation de réaction par rapport au conflit, c'est la rivalité. Une situation de rivalité, c'est une situation où la personne cherche à tout prix à faire valoir son point de vue et à avoir raison. Il y a ces genres de personnes qui existent au sein de l'entreprise. Ils ont une attitude d'être prêts à tout pour l'emporter sur l'autre, y compris même l'utilisation de l'ironie mordante, ce qu'on appelle le sarcasme. Et ces personnes peuvent recourir aussi à la dévalorisation ou l'agressivité des collègues. Ou même, comble de malheur, ces personnes qui font la rivalité, ils peuvent recourir à l'humiliation de leurs collègues. Et la conséquence, c'est qu'il y a le climat de travail qui est dégradé. Et cette attitude envenime le conflit. Donc le conflit devient de plus en plus grave. Quatrième type de situation de réaction par rapport au conflit, c'est la collaboration. Ici, il s'agit de trouver une solution qui est satisfaisante pour les parties. Et là, les parties, donc les gens en conflit, travaillent dans un esprit d'équipe plutôt qu'en fonction de leurs intérêts personnels. Ils mettent en avant les intérêts de l'ensemble, de l'équipe, au lieu de mettre en avant les intérêts personnels. La conséquence, c'est qu'il y a la qualité qui est préservée, les relations qui sont construites, qui sont gardées, et il y a un esprit de confiance qui naît en quelque sorte. La cinquième et dernière type de situation, c'est la situation de compromis, où chacune des parties concède quelque chose, mais gagne sur un autre plan. Ça veut dire que dans une situation de compromis, chaque personne doit céder quelque chose, doit céder sur ses droits, par exemple, mais elle sait que de l'autre côté, il va gagner ou elle va gagner quelque chose en retour. Et l'attitude est de faire preuve de flexibilité. Chaque partie est flexible par rapport aux propositions de l'autre. Et la conséquence est que toutes les parties impliquées dans le conflit vont être encouragées, vont être motivées et vont contribuer à la productivité et seront au finish satisfaites de la situation de compromis. Alors, ce sont les 5 situations de réaction que j'ai pu identifier par rapport au conflit. Alors, venons-en à la gestion des conflits. Comment est-ce qu'il faut gérer les conflits? Nous avons identifié 3 phases importantes. La première phase, c'est la phase d'investigation. La deuxième phase, c'est la phase d'exploration des interventions. Et la troisième phase, c'est la phase de mise en œuvre et de pérennisation des solutions. Alors, partons pour chacune des phases. Dans la première phase, il faut se poser des bonnes questions. L'objectif est de savoir la vraie origine du conflit. Alors, ces bonnes questions qu'il faut se poser sont par exemple, quel est ou quels sont les vrais problèmes? On peut se demander quel se passe-t-il réellement? Quelles sont les personnes réellement impliquées qui contribueraient à la résolution, etc., etc. Il faut savoir se poser ces bonnes questions. En se posant ces questions, on va investiguer le conflit. On va on va chercher les détours, les contours, les pourtours, les alentours du conflit. Les 4. En deuxième lieu, deuxième phase, c'est la phase d'exploration des interventions. Qu'est-ce qu'on explore? On va explorer pour comprendre davantage sur le conflit ou les conflits ou le problème qui existe au sein d'une équipe ou au sein de l'entreprise. Là, il y a des étapes à suivre, mais aussi une attitude à adopter.
Quelles sont les étapes à suivre? Il y a d'abord l'identification des besoins des deux parties, ce que veulent réellement les parties qui sont en conflit. Il faut évaluer la situation conflictuelle. Là, c'est important de savoir si on est capable de gérer le conflit. Est-ce que le conflit est d'une taille gérable? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de déléguer la résolution à quelqu'un d'autre, au supérieur ou à l'échelon, au subalterne pour gérer le conflit eux-mêmes? Ce sont ce type de questions qu'il faut se poser au niveau de la phase d'exploration des interventions. Et là, on doit décider si le processus de résolution de conflit est convenable ou est valable face au problème présent. Ensuite, enfin, la dernière étape dans cette deuxième phase consiste à identifier une liste de solutions potentielles au conflit. Un conflit n'a jamais une seule solution. Il faut essayer d'identifier au moins plusieurs solutions, qui sont potentielles à la résolution de ce conflit. Alors, quelle attitude à adopter? Il y a plusieurs types d'attitudes. On peut adopter une approche de résolution de problèmes gagnant-gagnant. Ça, c'est important, que chaque partie gagne de la résolution du conflit. Il faut aussi privilégier l'écoute de l'autre. Là, on a parlé de la flexibilité. Il faut être flexible dans la gestion des conflits. En troisième lieu, l'attitude à adopter, c'est de poser des questions qui visent à comprendre, à connaître les arguments de l'autre partie, à clarifier le problème, des questions qui visent à vérifier la compréhension et non pas des questions qui visent à accuser l'autre partie. L'autre attitude est de rester ouvert et flexible, j'en ai tantôt parlé. Il faut rapprocher les uns les autres dans la mesure du possible. Faites la distinction des problèmes et des personnes. Là, c'est important. Il faut distinguer un problème de la personne qui connaît le problème. C'est important comme attitude à adopter dans la phase d'exploration des interventions. En troisième lieu, il y a la phase de mise en œuvre et de pérennisation. Son objectif est de mettre en œuvre des solutions qui sont les plus optimales au conflit et de suivre leur pérennisation. Quels sont les conseils pour cette phase? Il faut privilégier l'aboutissement du processus par un accord. Et là, il faut s'accorder sur des actions concrètes et spécifiques qui seront mises en œuvre, des procédures pour leur mise en œuvre, les responsables qui vont les mettre en œuvre, ainsi que les procédures et les mécanismes, procédures d'évaluation, les mécanismes de redressement. Ce sont des sous-étapes de la phase numéro 3. C'est comme cela qu'il faut gérer les conflits en 3 phases. Il y a alors les principes qui sont fréquents en matière de gestion des conflits. Ces principes ne sont pas obligatoires, mais ils sont importants quand on les met en œuvre, quand on les suit, quand on essaie de les observer. La première chose est d'intervenir rapidement. Il ne faut pas attendre parce qu'en attendant, les conflits risquent de dégénérer et on a vu que les conflits ont des impacts sur la performance et du personnel et des entreprises. Deuxième principe, il faut envisager plusieurs issues au conflit. Il ne faut pas trouver une seule solution à un conflit. Il ne faut pas proposer une seule solution à un conflit. Il faut en chercher plusieurs et en choisir des solutions qui sont optimales. Troisième principe, c'est de mener une médiation chaque fois que possible. Là, il faut identifier quels sont les points précis, contrôler les discussions, construire un accord et rédiger et mettre en œuvre. Là, c'est en quelque sorte la reprise des phases de gestion des conflits. Enfin, le principe élémentaire dans la gestion des conflits, c'est de prévenir. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Là, il faut
suivre ces éléments de principe. Attention, attention, le conflit sous-entend un désaccord, mais tout désaccord ne signifie pas qu'il y a nécessairement un conflit. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas penser que tout désaccord implique directement un conflit. Parce que ce n'est pas que il y a deux ou plusieurs femmes qui bavardent à haute voix dans un bureau qu'elles sont en conflit. Loin de là. Ou bien ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qui sont en train de parler à haute voix, de discuter à haute voix dans les couloirs qui sont en conflit. Mais non, il faut savoir que le conflit peut être un désaccord, oui, c'est un désaccord, mais que tout désaccord ne signifie pas nécessairement l'existence d'un conflit. Là, il faut faire attention et surtout essayer d'anticiper. L'anticipation est une bonne manière d'agir, agir en face de conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce module? On a défini ce que c'est un conflit. On a détaillé les dimensions et les degrés de conflit, mais aussi on a parcouru les différentes phases de résolution des conflits et on a donné des conseils par rapport à la gestion des conflits. Un mot de clôture, c'est que la gestion des conflits se résume à l'anticipation. Il faut anticiper sur des situations conflictuelles. Alors, je vous quitte avec cette image du 28 août 2000, quand il y a eu des accords d'Arusha sur la paix et la réconciliation au Burundi. Ça, ce sont les belligérants. Vous pouvez voir le feu président Nelson Mandela, qui était le médiateur dans la crise burundaise, paix à son âme. Et pour le moment, c'était Richard Ndaïchimier. Et je vous remercie pour votre attention.